Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde Actu, la chaîne GPTV Actu, la chaîne spécialisée pour parler de toute l'actualité française, mais aussi internationale, que ce soit lors des émissions du midi ou les émissions du soir en plateau, que vous pouvez découvrir à partir de 18h. Et pour aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, je suis sur ce format du midi, du lundi au jeudi, accompagné de Nicolas Stocker. Bonjour ou rebonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs. Il est l'or, monseigneur. Oui, et bien voilà, nous sommes là. Ceci étant sur un Allez, autre format, une autre chaîne, une autre émission, je souhaite encore un joyeux anniversaire à Nicolas Stocker, comme ça merci. restera bien ancré, c'est quand même important. Voilà, une année pleine de bonheur, pleine de réussite, et surtout, ben voilà, plein d'études et plein de combats politiques aussi qui a du sens. C'est quand même ça qui est important pour se diriger encore et toujours sur le bien. Voilà, Grand donc merci. aujourd'hui, Nicolas, eh bien, on va pouvoir parler plus en détail de Michel Barnier et de la stratégie d'Emmanuel Macron. On en a parlé lors de la revue de presse de la matinale de ce matin. Eh bien, le JDD nous avait expliqué que, eh bien, suite à une réunion un peu secrète, ou en tout cas un rendez-vous arrangé par Thierry Soler, eh bien, Marine Le Pen, ainsi que des cadres du Rassemblement national, enfin l'entourage proche de Marine Le Pen, eh bien, ont été en consultation avec Emmanuel Macron pour se mettre d'accord sur le choix de Michel Barnier. Michel Barnier qui a fait beaucoup parler, qui coulait beaucoup d'encre. On a retravaillé, des gens ont redécouvert un petit peu son parcours. Pro-européiste, négociateur du Brexit, certaines personnes, de par son âge, parce que c'est le Premier ministre le plus âgé qui a remplacé le plus jeune, Gabriel Attal. Quelqu'un qui, d'après Raffarin, va représenter une politique solide, une politique française, le sérieux en politique. Mais la question qu'on se pose, la question que tu t'es posée et que tu vas développer, Nicolas, à laquelle tu vas répondre, c'est est-ce que Emmanuel Macron n'avait pas prévu de sélectionner finalement Michel Barnier depuis le début? Pourquoi on se pose cette question? Souvenons-nous, lors des élections européennes, suite aux résultats des élections européennes, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça a été un choc, ça a lancé un chaos politique, mais on a pu découvrir, notamment par le témoignage de son père, que il paraîtrait que Emmanuel Macron avait prévu depuis des mois, en tout cas il en avait parlé, de ce scénario potentiel. Car oui, chers amis, même si nous commentons l'actualité politique, que nous commentons le chaos politique, il faut bien se douter que nos élites, ainsi que les conseillers et les techniciens, sont bien au courant de la situation actuelle et aussi des stratégies à mettre en place, à la fois pour continuer à mener leurs objectifs d'intérêt personnel, mais aussi pour garder le pouvoir sur le pays. Donc alors, Nicolas Stocker, je vous pose la question, est-ce que Emmanuel Macron est un véritable stratège? Est-ce qu'on est face à Machiavel en personne? Avait-il choisi de prendre cette décision qui en lui permet de rester finalement au pouvoir et de maintenir certaines forces de côté pour ne pas démarrer sa chute? Est-ce que Emmanuel Macron est un génie de la politique, Nicolas? Alors, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron et d'ailleurs tant mieux, j'aimerais pas y être, hein, franchement, parce que j'ai l'impression que là-haut c'est compliqué, très compliqué, chez Emmanuel Macron et donc nous ne sommes en fait que soumis à des supputations. Nous pouvons émettre des hypothèses. Après, il y a le bon sens et puis il y a l'observation générale de la séquence qui permet d'indiquer éventuellement que derrière, un narratif chaotique, il y avait peut-être, quelque chose qui était cousu de fil blanc depuis le début et ce déjà pour une raison première et simple, qui est que et c'est extraordinaire quand même, le commissaire Barnier, est-ce que madame von der Leyen, et l'ensemble de ceux qui sont et qui travaillent avec Macron à ce nouvel ordre mondialisé, ne pouvaient rêver mieux. Après, ce qui s'est passé aux européennes, où c'est toute la politique européiste d'Emmanuel Macron qui est battue en brèche, qui est laminée. 7% des Français, 14% Valérie Hayet, vous divisez par deux puisque vous avez la moitié des Français qui ont voté. Donc 7%, 1 sur, 1 sur 15, on va dire. Un petit peu plus d'un Français sur 15 d'électeurs. Enfin, donc c'est les inscrits. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui ne sont même pas plus inscrits aujourd'hui, hein, et qui pourraient voter. Donc, c'est dérisoire. C'est-à-dire que le soutien de Macron, qui se rêve président de l'Union européenne, est quasi nul. Donc, quand il se rend compte petit à petit, parce qu'il voit la séquence se dérouler, il sait que de toute façon, alors deuxième chose, et sur lequel on peut le croire aussi un peu, c'est qu'il sait que de toute façon, il va y avoir un problème avec le budget
2024. Alors, c'est pas nécessairement le problème qu'on imagine. 2025, pardon. 2025, oui. C'est pas seulement le problème qu'on imagine, qui est simplement est-ce que LR va voter, est-ce qu'il n'y aura pas un risque de motion de censure. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi. C'est sorti dans la presse. Ils disent ah oui, mais il a fait ça parce que il avait calculé depuis plusieurs mois. On nous raconte l'histoire. Hein. Ça c'est à nouveau parce qu'il y a mensonge sur mensonge sur mensonge. Il a fait ça sur un coup de tête. Ah mais non, il a dégoupillé sa grenade avec une idée derrière la tête. Et puis après, on nous dit oui, bah c'est parce que il avait peur que LR ne vote pas le budget. On comprend pas d'ailleurs trop pourquoi il voudrait pas voter, pourquoi ce serait LR qui voudrait pas voter le budget. Qu'est-ce qu'il y aurait de si terrible dans ce budget de prévu dans ce cas-là en 2025 pour qu'il ne puisse pas le voter. Alors en effet, on se dit, s'il avait peur que LR ne vote pas le budget, la meilleure manière de leur faire voter le budget, c'est qu'ils le présentent eux-mêmes. Là, j'avoue, déjà, c'est un coup de génie. Stratégie, ça serait, si c'est le cas, c'est génial. Ensuite, donc il y a un choix final qui est diamétralement à l'opposé. Alors on peut dire déni de démocratie, c'est comme d'habitude, il vaut mieux voter en Russie avec Poutine, comme le dit notre ami Cyril Gauchet tout à l'heure dans la matinale. On peut dire ce qu'on veut. Néanmoins, quand même, je dirais dans cette histoire, c'est absolument, c'est quand même les Français qui ont voté systématiquement. Et les partis politiques, il les a manipulés peut-être, enfin eux-mêmes sont des manipulateurs. Regardez le résultat. Avec un sondage qui sort après en disant oui, il nous apaise beaucoup, c'est un homme qui n'est pas sectaire, le commissaire Barnier, bon, enfin l'inverse de ce qu'il est réellement. Mais comment dire, c'est-à-dire que c'est inouï, c'est une divine surprise. Entre vous passez la séquence des européennes jusqu'à la nomination du Premier ministre, et on dit les Français sont enchantés. Ah bon, d'accord. Bon, bien sûr, il faut rien croire de ces sondages, mais tout de même, il y a un tel écart entre les deux, il y a un tel renversement, c'est le cas de le dire, de la situation, qu'on se dit, mais est-ce que quelque part, tout ça n'était pas cousu de fil blanc depuis le début? Et quelle pourrait être la stratégie de Macron? Alors, avant de voir la stratégie, voyons comment tactiquement il s'y est pris. Comment il a d'abord lancé une nouvelle quinzaine de la haine, la rediabolisation du Rassemblement national, qui a marché. D'ailleurs, séjourner dans des indiscrétions, qu'il connaît bien, même s'il paraît pas très lumineux, notre séjourné ministre des Affaires étrangères, mais enfin, et dit Macron a gagné juste avant le deuxième tour des élections législatives. Il a réussi son coup, vous allez voir. Vous allez avoir ce qu'il souhaite. Alors on disait, mais comment? C'est encore pire que la première, sauf que là, il n'a plus à assumer. Si c'est le budget 2025 qui est si compliqué à assumer, et qu'il ne voulait pas l'assumer lui-même. Ça, on l'a bien compris qu'il ne voulait pas l'assumer, son budget 2025. Et c'était peut-être ça. Il voulait le faire assumer à LR. Donc, il obtient un résultat où, bon, c'est bon sans être trop bon, mais c'est pas si mauvais que ça, puisque dans la bascule, les Français tombent dans le panneau, c'est le cas de le dire, et tombent dans la panneau, et risquent de tomber dans la panneau, dans la Mathilde, et c'est pas rien, puisque ils sont quand même, le NFP sort premier parti, ce que n'avait probablement pas envisagé Macron. Quoique. Bon, ça, après, on prête qu'aux riches. Hein. En tout cas, on voit le résultat. Le résultat, il faut passer par Castet. Donc, faire valoir que en aucun cas, ils ont gagné, ils n'ont rien gagné du tout. Et il le fait comprendre. Et puis, donc, une fois qu'il a évacué Castet, moi, ce qui me surprend, c'est la façon dont il a fonctionné. Parce que, honnêtement, entre nous, ceux qui disent oui, Barnier, il est plus difficile à traire que Bertrand ou que Cazeneuve, non, je suis désolé, j'en doute fort, hein, sachant qu'on a plutôt des hommes qui ont beaucoup plus d'expérience politique nationale, qui en ont au moins autant. Cazeneuve a été Premier ministre et Bertrand a été plusieurs fois ministre, et c'est une personnalité du nord de la France. Enfin, il sait gérer un exécutif régional. C'est pas si simple. Et puis ils sont plus jeunes, ils ont peut-être plus, en tout cas Bertrand, beaucoup plus d'ambition que le malheureux Barnier. Donc en fait, depuis le début, pourquoi il ne propose pas Barnier?
Pourquoi il ne commence pas par Barnier? Alors qu'on apprend que Koller était en relation avec Barnier depuis le début. Ben, en fait, il veut aboutir à faire assumer à LR, en effet, le budget. Il faut contourner Vauquier. Bon, ça, c'est ce qu'explique pour la petite histoire très bien Cyril Gaucher ce matin dans la matinale. Comment il y a une alliance entre le président du conseil régional Rhône-Alpes et un homme des Alpes, le savoyard euh, Barnier. Donc, mais ça, c'est pour la petite histoire. Pour la grande histoire, ou pour la moyenne histoire, on va dire, euh, moi, je crois qu'il déblaye le terrain. Il ne peut pas, après Castet, proposer Barnier. On est trop à l'opposé. Il va falloir des fausses pistes. Il y a 3 fausses pistes qui sont lancées. Et je pense que depuis le début, ce sont des cocus magnifiques qui s'y sont crus. Parce qu'en plus, il joue très bien de l'ambition, Macron, comme tous les pervers. Il joue très bien de l'ambition de ceux qu'il manipule. Et donc, il va les manipuler en décrétant. Et d'ailleurs, avec Cazeneuve, c'est pas clair du tout ce qui s'est passé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que autant le frère Bertrand, on est bien d'accord que le Rassemblement national, par pure vengeance. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il exhibe plutôt question d'ailleurs, pourquoi c'est plutôt Bertrand Pécresse qui est mis en avant? Pécresse, elle en avait tout aussi envie de Matignon. Pourquoi est-ce qu'on la met sous le boisseau, Pécresse, et qu'on ne met pas sous le boisseau Bertrand? C'est que d'évidence, on veut mettre un chiffon rouge sous le nez du Rassemblement national. Parce qu'on petit à petit, on coince les gens en leur disant: ah, vous avez dit non là, mais vous n'allez pas dire non à chaque fois. Donc Bertrand, il est très intéressant parce que le RN va surréagir du fait de problèmes de règlement de compte presque quasi personnels, puisque évidemment c'est l'homme du Nord et que on sait la force du Rassemblement national dans le nord de la France. Donc on met un chiffon rouge pour rendre impossible. Et évidemment, il a beau jeu, Macron dira: bah, vous voyez, de toute façon, entre la gauche et le Rassemblement national, il y a une majorité absolue, il ne pourra pas faire un discours de politique générale, que la censure sera immédiatement votée. Donc j'ai décidé que, en toute honte, je ne vais pas revenir sur le fait qu'il donne la clé du Premier ministre au chef de parti et au chef de groupe, ce qui est vraiment à l'opposé de l'esprit de la Ve République. Mais ça, on sait bien qu'il l'a totalement trahi et que ses prédécesseurs avaient déjà bien engagé cette trahison, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, donc, il agite donc, vis-à-vis du RN, et puis aussi vis-à-vis de Vauquier. Vauquier dit non, je ne veux pas de Bertrand. Vauquier, à chaque fois qu'on lui propose un non, c'est non, non, non. S'il avait proposé Macron-Pécresse, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait déjà été beaucoup plus compliqué pour Marine Le Pen de dire non. Donc c'était jouable. Alors évidemment, Vauquier aurait grincé un peu, mais bon, ça aurait été difficile. Attention quand même, et là, si vraiment il voulait quelqu'un de ce type, si Pécresse, il aurait réussi. Pourquoi? Parce que elle est une des co-organisatrices en plus de cette merveilleuse parenthèse enchantée. Donc il n'y a aucune raison de fond qui fait que Pécresse jamais n'est sortie réellement du chapeau. On a empêché, à chaque fois les journalistes disent: ah, pourquoi pas Pécresse? Hop, taisez-vous. Pas Pérez, c'est seulement Bertrand. Donc là, on excite. Après, Cazeneuve. Cazeneuve, c'est étrange, cette histoire avec Cazeneuve, parce que, contrairement à ce qui s'est passé avec Castet ou avec Bertrand, là, il n'y a aucune certitude que la censure serait votée. C'est même plutôt, c'eût été habile de tenter Cazeneuve, parce que moi, je ne voyais pas du tout les socialistes voter la censure. Moi, même s'il était parti en 2022, il aurait fait la gueule fort, il aurait dit oui, je ne soutiens pas, ok, je ne soutiens pas. Mais la censure, elle n'était pas acquise du tout. Elle n'était pas acquise parce que je pense que même les communistes auraient vachement hésité. Ils auraient dit mieux vaut encore Cazeneuve parce que sinon on va avoir un mec de LR, et donc aujourd'hui on rigole, on dit bah voilà, ils n'ont pas voulu Cazeneuve, résultat ils ont Barnier soutenu par les fascistes, par les fachos du RN. Donc en plus ils se sont ridiculisés. Donc je pense qu'ils se sont ridiculisés, mais je pense que Macron les a aidés parce que Macron aurait dû, à aucun moment il y a eu une séquence où Macron a dit ah bah Cazeneuve, c'est sûr, comme pour Castet, comme pour Bertrand, il y a une majorité absolue contre lui. C'est pas vrai. Et je pense qu'il n'était pas certain que la censure ait été votée avec Cazeneuve, pas certain du tout. Et il ne l'a pas proposé. Et bien s'il ne l'a pas proposé, c'est qu'il avait une raison de le faire. C'est que déjà Cazeneuve, il ne peut pas, du fait d'alliance qu'il aurait dû avoir avec le nouveau Front populaire, il n'aurait pas pu présenter le budget que l'on nous prépare.
et qui va faire mal, chers téléspectateurs, ça va faire mal. Et donc, il fallait le faire assumer par LR. Ça, c'était la volonté de Macron depuis le début. Et donc, est sorti à ce moment-là, au dernier moment, c'est très habile. C'est vraiment un. Il ne joue pas qu'au poker. Il se mésestime. Emmanuel Macron, quand il dit moi je suis Poutine, c'est un joueur d'échecs et moi je suis un joueur de poker. Non, non, il est beaucoup plus malin que ça. Hein. Et donc il joue un jeu particulièrement tordu et très habilement au dernier moment, une fois qu'il y a eu un tir de barrage sur plusieurs leurres, on balance le candidat auquel l'âme damnée colère avait été en contact depuis le début. Donc, C'est un point justement où je voulais t'amener, Nicolas, je pense qu'il faut quand même le préciser. C'est-à-dire que là, on parle d'Emmanuel Macron comme s'il était tout seul et qu'il était tout puissant et que uniquement lui pouvait tout gérer, l'organisation des rendez-vous, la sélection de ses agents, de ses secrétaires. Mais non, il a un entourage autour de lui, que ce soit des personnes qui travaillent directement pour lui, notamment, c'est vrai, le cas Alexis Kohler. Il faut vraiment connaître ce personnage qui possède une autorité extrêmement grande parce que c'est le secrétaire général de l'Élysée, c'est donc lui qui pose le tampon de l'Élysée sur de nombreux documents et qui peut planifier énormément de rendez-vous. Il a un pouvoir colossal. C'est donc lui qui aussi a vraiment insisté. Il y a de nombreux articles qui sont parus, je crois notamment, c'était sur Le Parisien, qui titre directement Alexis Kohler a usé de tout son poids pour pouvoir imposer, ou en tout cas véritablement conseiller Michel Barnier. Et ça, c'est important. Et pourquoi je parle de ces aspects-là? C'est parce que pour le cas aussi Cazeneuve, eh bien, on a le Canard enchaîné qui nous avait expliqué qu'il semblerait que ce fut Nicolas Sarkozy qui est vraiment cherché à écarter au maximum la piste Cazeneuve suite à des rendez-vous avec les fameuses consultations, le cahier de doléances de Macron où tout le monde allait voir le roi toutes les heures pour essayer d'échanger avec lui. Eh bien, Nicolas Sarkozy, après se vanter dans les milieux, dans les dîners parisiens, suite à son interview qu'il a donnée au Figaro, eh bien, d'avoir permis d'écarter et de torpiller Bernard Cazeneuve. Donc ça, c'est important, voilà, de parler de ces agents. Et parlons du cas quand même Alexis Kohler, qui est plutôt important, notamment pour la nomination de Michel Barnier. Oui, mais de toute façon, ils travaillent ensemble. C'était ce que pense l'un, l'autre le pense, sauf que l'un va dire ce que l'autre ne peut pas dire. Ils jouent un duo diabolique, évidemment, diable. Hein, je dis toujours il faut toujours. Quand il y a un diable, il faut toujours voir l'autre. C'est qu'il y en a un second qui œuvre aussi en coulisses. Donc les deux sont tous les deux des énarques, tous les deux qui ont un respect pour l'intelligence technocratique de l'autre. Ils ont exactement les mêmes logiciels, si ce n'est que l'un assume l'espace public alors que l'autre reste tapis dans l'ombre. Alors ça ne veut pas dire, il ne faut pas non plus tout inverser, considérer que nécessairement celui qui est tapis dans l'ombre a plus de pouvoir. Hein. Ce sont deux exécutants opportunistes qui savent jouer justement en plus très habilement. Encore, c'est pareil, c'est quand on dit mais est-ce que Macron est diabolique ou est-ce qu'il est complètement marionnettiste? Il est les deux. Il est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'il est à la fois, et Colère, c'est pareil, ils sont à la fois, ils sont manipulés. Allez, tiens, pour sortir une formule de Richard Virenque, qui à mon avis correspond parfaitement quand il disait j'ai été dopé à l'insu de mon plein gré, et ben là c'est pareil. Ces marionnettes sont manipulées à l'insu de leur plein gré. Donc, parce qu'ils y trouvent un intérêt et que finalement, ils arrivent à retourner leur manipulateur. C'est-à-dire que on se demande entre la marionnette et le marionnettiste. N'oublions pas déjà une chose, c'est le mythe de Frankenstein, c'est-à-dire que la marionnette peut éventuellement échapper au marionnettiste. Et surtout, la marionnette peut finir par prendre le dessus sur le marionnettiste. Ce que chaque marionnettiste devrait faire gaffe. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs dans l'entourage de Macron. Il faudrait faire une émission sur tous les cocus qui se sont vantés. Surtout qu'en plus, en général, il joue sur l'ego et la vanité de son entourage et de ceux qui le poussent, qui ne peuvent pas s'empêcher de se vanter à un moment donné d'avoir été le bon mentor. Et bizarrement d'ailleurs, quand ils s'en vantent un peu trop, c'est qu'ils sont déjà en disgrâce. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.